Chaque année, le monde jette plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Mais il existe un pays qui a décidé de changer cette statistique pour toujours. La Corée du Sud. Ici, dans l'usine ultramoderne de LG Chem, les vieilles batteries ne sont pas jetées, elles renaissent. Le lithium, le cobalt, le nickel, des métaux qui autrefois finissaient dans les décharges, alimentent désormais à nouveau les voitures électriques et les smartphones. Mais derrière cette propreté se cache quelque chose de plus qu'une simple technologie. C'est toute une philosophie d'un monde nouveau où les déchets deviennent des ressources et l'ingénierie, un art de sauver la planète. Que cache donc cette usine qui transforme les déchets en or du futur? Restez jusqu'à la fin et vous verrez ce qu'on ne montre même pas dans les reportages scientifiques. Yoon Ji-hoon a toujours rêvé de faire quelque chose de significatif pour la planète. Depuis l'enfance, en observant le développement rapide des technologies, il voyait aussi le revers de la médaille, des montagnes de déchets électroniques qui croissaient chaque année. Les batteries, partie intégrante de notre vie quotidienne, lui semblaient un défi particulièrement inquiétant. Leur quantité limitée de matières premières et les dommages potentiels à l'environnement après utilisation ne lui laissaient aucun repos. C'est pourquoi, lorsque la Corée du Sud a annoncé un programme national ambitieux de recyclage des batteries au lithium, Yoon a senti qu'il avait trouvé sa vocation. Le pays, devenu leader mondial dans la production d'électronique, avait maintenant l'intention de diriger aussi le mouvement pour son développement durable. Et l'usine LG Chem à Séoul était l'un des fleurons de cette révolution écologique. Enfin, Yoon Ji-hoon se tenait devant les immenses murs de verre d'un bâtiment qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un site industriel. Aucune cheminée fumante, aucun bruit assourdissant. Seulement des lignes épurées et une architecture impressionnante, reflétant la philosophie de production verte. « Bienvenue dans notre futur, monsieur Yoon », le salua une voix chaleureuse. C'était Lee Jong-woo, le directeur de l'usine. Un homme aux cheveux gris avec des yeux pétillants qui rayonnaient d'enthousiasme. Préparez-vous à quelque chose de vraiment impressionnant. Monsieur Lee conduisit Yoon vers l'entrée, où une voiturette électrique les attendait déjà. Pendant le trajet vers le premier atelier, Lee Jong-woo parlait de la philosophie de l'usine. « Nous aspirons à une économie circulaire absolue », expliquait-il. « Chaque batterie usagée n'est pas un déchet, mais une ressource précieuse qui attend sa renaissance. Nous ne recyclons pas simplement, nous redonnons vie. » Leur chemin passait par des couloirs transparents, d'où s'ouvrait une vue panoramique sur les jardins entourant les ateliers de production. Ça ne ressemblait à aucune usine que Yoon avait vue auparavant. Même l'air était pur et frais, dépourvu de toute odeur industrielle. Enfin, ils arrivèrent au premier atelier, le terminal de réception. Yoon Ji-hoon s'attendait à voir des montagnes de batteries sales et endommagées. Mais au lieu de cela, un ordre impressionnant s'offrit à sa vue. Toutes les batteries qui arrivaient ici étaient soigneusement triées et placées dans des conteneurs hermétiques. « Nous recevons des batteries de toute la Corée du Sud, ainsi que d'autres pays asiatiques », expliqua Lee Jong-woo. « Et le plus important, ce ne sont pas seulement des batteries de voitures électriques, mais aussi de téléphones portables, d'ordinateurs portables, d'outils électriques, de tous les appareils alimentés par des batteries au lithium. » Yoon observait avec étonnement comment les manipulateurs robotisés de LG Chem, se déplaçant avec précision, déchargeaient les conteneurs. Ces robots étaient conçus non seulement pour déplacer des charges,
mais aussi pour le diagnostic initial et l'identification des types de batteries. Chaque mouvement était perfectionné. La phase initiale, c'est le démontage, poursuivit Lee. C'est ici que commence la magie. Ils passèrent à l'atelier suivant, l'atelier de démontage. Ici, derrière d'épaisses cloisons de verre, travaillaient des robots encore plus sophistiqués. Ils démontaient soigneusement les batteries, les séparant en composants individuels. Boîtiers, électrodes, séparateurs. Tout le processus était entièrement automatisé pour minimiser les risques pour l'homme et assurer une efficacité maximale. Chaque batterie a son passeport, unique, dit Lee, montrant l'écran où s'affichèrent des informations détaillées sur une batterie spécifique. Nous connaissons son type, son fabricant, sa date de production. Cela nous permet d'optimiser le processus de démontage et d'assurer la plus haute qualité des matériaux extraits. Après le démontage, les composants des batteries passaient à l'étape suivante, la plus importante, l'atelier hydrométallurgique. C'était le cœur de l'usine. L'air ici était un peu plus humide et on sentait un léger goût métallique dans l'air. Ici, nous utilisons des procédés chimiques pour extraire les métaux précieux, expliqua Lee Jong-woo. Le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, c'est le véritable or de notre siècle. Yoon Ji-hoon imaginait les réactions chimiques complexes qui se déroulaient dans ces immenses réservoirs. Grâce à l'hydrométallurgie, les métaux précieux se dissolvaient dans des solutions spéciales, puis, par électrolyse et d'autres technologies, se séparaient sous forme pure. Ce processus nous permet d'extraire 90% des matériaux de chaque batterie, dit Lee avec fierté. Imaginez, d'une batterie usagée, nous récupérons presque tous ses composants pour les réintégrer dans le cycle de production. C'est un pas incroyable vers la réduction du besoin en ressources primaires et la minimisation des déchets. Yoon Ji-hoon était impressionné. Ce n'était pas simplement une usine, c'était un véritable laboratoire du futur, où les déchets se transformaient en nouveaux matériaux. Ils passèrent à l'atelier suivant, l'atelier de traitement des matériaux secondaires, où le lithium, le cobalt et autres métaux déjà extraits subissaient un nettoyage final et une préparation pour une utilisation ultérieure. C'étaient des granules et des poudres brillantes qui ressemblaient à des pierres précieuses. Ces matériaux sont ensuite renvoyés aux fabricants de batteries, raconta Lee. LG Chem, Samsung SDI, SK, Innovation, tous utilisent nos matériaux recyclés pour créer de nouvelles batteries de haute qualité. C'est un véritable cycle fermé. Yoon Ji-hoon comprit que ce n'était pas simplement du recyclage. C'était une renaissance. Chaque batterie recyclée recevait une chance de nouvelle vie, devenant partie d'une nouvelle voiture électrique, d'un nouveau smartphone ou d'un nouveau système de stockage d'énergie. C'était la véritable économie circulaire en action. À la fin de la visite, Lee Jong-woo invita Yoon au centre de contrôle, qui ressemblait à un vaisseau spatial. De grands écrans affichaient des données sur chaque étape de production, et les opérateurs surveillaient les indicateurs en temps réel. Notre objectif est de recycler 500 000 tonnes de lithium par an, dit Lee, montrant un graphique démontrant la croissance rapide des volumes de recyclage. Cela nous permettra de réduire considérablement la dépendance aux importations de matières premières et de rendre la Corée du Sud encore plus résiliente et indépendante. Yoon Ji-hoon sentit l'inspiration le remplir. Il avait vu non pas simplement une usine, mais un espoir pour l'avenir, où technologie et écologie marchent main dans la main, où chaque pas, chaque invention d'ingénierie vise à préserver notre planète. Et le plus intéressant, ajouta Lee en souriant, tous ces processus,
toute cette infrastructure complexe fonctionne grâce aux énergies renouvelables. Panneaux solaires sur le toit, système géothermique de chauffage, nous visons zéro émission de carbone. Yoon Ji-hoon, qui sortit de l'usine LG Chem en fin d'après-midi, se sentait une personne différente. Il avait vu le futur, et ce futur était lumineux, propre et écologique. La Corée du Sud, pays de haute technologie, avait montré au monde entier qu'on peut non seulement produire, mais aussi consommer de manière responsable, donnant une nouvelle vie aux vieilles choses. L'histoire du recyclage des batteries en Corée du Sud, qu'il considérait autrefois comme de simples nouvelles, était maintenant devenue pour lui une réalité vivante. Il savait que son propre travail, ses propres idées, feraient désormais partie de ce mouvement grandiose et mondial. Le mouvement vers un monde où chaque ressource est précieuse, où chaque déchet a du potentiel, où l'économie circulaire n'est pas simplement une tendance, mais une nécessité vitale. Et il était fier de faire partie de cette ère de renaissance. Chaque année, plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières qui grandissent au rythme de la demande. Comment ? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands. Ils sont astronomiques. Et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques, on pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite,
Ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes. C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cet éau. Pour ce faire, la poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore. Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide. C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque, semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre 2 rouleaux ou sous une plaque de formage
qui le comprime à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude. En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine, un séchoir multi-étages. C'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense. L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa. Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde. Mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique.
c'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ses possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposé en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatial, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique. C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone,
et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident, cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Niespero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques.
Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents, se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout, que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif et doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis. Il existe 2 méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis. Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique
pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement et ne dépend pas de la météo, mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution, offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable, car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux, largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumures et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules, puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare.
Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne. Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessinent le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple, les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roue pelle, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimale des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains, les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée, une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roche ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures.
Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage. Des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morses terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses. C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins. Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En une heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En une heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roche pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques, des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau, ou l'exor, revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs. C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable.
Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui reste au fond de la tasse pourrait alimenter des villes entières? Le marc de café, que nous jetons sans y penser, se transforme en biocarburant, capable de remplacer le pétrole. Il fait déjà rouler des bus, chauffe des bâtiments et est même utilisé dans la production d'emballages écologiques. Mais ce qui est étrange, c'est que cette ressource est l'une des plus massives au monde et nous ne réalisons toujours pas sa véritable puissance. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment le simple marc de votre machine à café pourrait changer l'énergétique de la planète. Le marc de café, en volume aussi important que 50 millions de tonnes par an, est principalement généré par la production et la consommation mondiale de café. Pour comprendre l'échelle, en 2025, la production mondiale de café est estimée à environ 178 millions de sacs de 60 kg. Cela représente environ 11 millions de tonnes de grains. Les plus grands producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Éthiopie et d'autres pays où les plantations de café s'étendent sur des millions d'hectares. Après le traitement des grains et la préparation des boissons au café, il reste un déchet, le marc de café, qui représente environ 20 à 25% de la masse initiale des grains. Cela signifie qu'à partir de 11 millions de tonnes de café, on obtient environ 2 à 3 millions de tonnes de marc comme sous-produit. Une autre contribution majeure aux volumes totaux provient des cafés, des restaurants, des hôtels, des bureaux et même des ménages, qui consomment massivement du café chaque jour. Les grandes villes et les pays avec un marché du café développé génèrent des tonnes de marques de café quotidiennement. Par exemple, un grand café peut accumuler des centaines de kilogrammes de déchets par jour et les chaînes de café du monde entier, des dizaines de milliers de tonnes par an. La collecte du marc pour un traitement ultérieur est organisée à la fois par des projets locaux, des entreprises de gestion des déchets qui collaborent avec des cafés, et par des entreprises à grande échelle qui créent des chaînes d'économie circulaire, un cycle fermé où le sous-produit devient une ressource. L'idée d'utiliser le marc de café pour produire du biocarburant est née en réponse aux défis environnementaux croissants liés à la combustion des énergies fossiles et aux problèmes des déchets de l'industrie alimentaire. Les premières recherches scientifiques dans ce domaine sont apparues au début des années 2000, lorsque les scientifiques ont commencé à explorer le potentiel des déchets organiques pour la production d'énergie propre. Le marc de café, riche en huile et en glucides, s'est révélé être une matière première prometteuse pour la production de biodiesel et de biogaz. Entre 2018 et 2020, les innovations en biotechnologie ont commencé à mettre en œuvre plus activement les technologies d'extraction des huiles du marc de café usagé. En particulier, la méthode de transformation de ces huiles en biodiesel a été activement développée par des chercheurs de l'Union européenne et d'Amérique du Nord. L'une des percées a été la création de processus permettant d'utiliser l'huile résiduelle sans opérations chimiques coûteuses et complexes, ce qui a rendu la production de biocarburants à la fois économiquement viable et écologique. La transformation du marc de café pour alimenter ne serait-ce que 1000 réacteurs nucléaires sous forme de biocarburants ou d'engrais représente une industrie à grande échelle, avec un potentiel écologique et économique considérable. Lorsque le marc de café usagé arrive à l'usine de traitement, un processus technologique détaillé en plusieurs étapes commence, transformant ce déchet organique en un produit utile. Ces informations sont basées sur l'exemple de la start-up ukrainienne Rekava, qui est devenue l'un des leaders dans ce domaine, ainsi que sur d'autres initiatives écologiques modernes.
La première étape est de récupérer le marc auprès de partenaires. Cafés, restaurants, bureaux, grandes chaînes comme McDonald's. Un petit café génère environ 5 kg de marc de café par jour. Les grandes chaînes, des dizaines de kilogrammes. Il est important que le marc soit collecté et transporté rapidement pour éviter qu'il ne se détériore et ne dégage de mauvaises odeurs. Le séchage du marc de café consiste à l'étaler en une fine couche sur des claies de séchage spéciales ou des convoyeurs, où de l'air chaud traverse le matériau. La température de séchage est généralement maintenue aux alentours de 55 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour détruire les micro-organismes et éliminer l'excès d'humidité, sans pour autant détruire les nutriments. Le marc séché devient moins acide, plus stable et plus compact à stocker, réduisant ainsi le risque de moisissure. Grâce à cela, le marc peut être conservé longtemps dans des conteneurs hermétiques sans que sa qualité ne se dégrade. La congélation est une alternative ou une mesure complémentaire, utilisée lorsque le séchage n'est pas pratique ou qu'une conservation rapide est nécessaire sans perte des propriétés fraîches. Le marc est placé dans des sacs ou des conteneurs hermétiques et congelé à une température de moins 18 degrés ou moins. Dans cet état, tous les processus biochimiques et le développement des micro-organismes sont stoppés, préservant les composants aromatiques, les huiles et la plupart des nutriments dans leur état le plus naturel. Lors de la décongélation, le marc de café ne perd pas ses propriétés et est apte à un traitement ultérieur. Avant la congélation proprement dite, le marc est souvent mélangé à des matériaux organiques neutres, où on y ajoute des conservateurs naturels, ce qui améliore sa texture et ses propriétés après décongélation. C'est important pour faciliter le transport et le stockage. Le marc de café contient des substances aromatiques, de l'huile de café et de petites impuretés. Les technologues de l'usine effectuent plusieurs étapes de purification pour neutraliser l'odeur, afin que les produits finis ne sentent pas le café, et pour éliminer les contaminants étrangers. Ils utilisent des méthodes de tamisage, de lavage et des traitements spéciaux. À l'usine, le marc est acheminé vers un équipement de broyage spécial. Il peut s'agir de broyeurs à marteau, à couteau ou à rotor, qui fonctionnent sur le principe de la fragmentation des particules. Grâce à la grande vitesse de rotation des marteaux ou des couteaux, le marc se transforme en une poudre homogène, à la granulométrie contrôlée. Il est important de respecter un degré de broyage optimal. Une poudre trop grossière compliquerait le mélange ultérieur et réduirait l'efficacité de l'extraction des substances utiles, tandis qu'une poudre trop fine pourrait nuire au débit de l'équipement et provoquer des émissions de poussière. C'est pourquoi on sépare les fractions nécessaires à l'aide d'un système de tamis et de filtres, et les fragments inadaptés sont renvoyés pour un nouveau broyage. L'homogénéité de la poudre assure une combinaison parfaite avec d'autres additifs naturels, par exemple de la coquille d'œuf ou de la fibre de maïs, pour améliorer la qualité du produit final, engrais, biocarburants ou emballage biodégradable écologique. Après la préparation du mélange, il est pressé dans un moule. Il peut s'agir d'un gobelet jetable, d'un pot pour semis ou d'un autre article. Le pressage permet de donner au matériau la forme et la densité souhaitées. Le produit fini est recouvert d'une couche protectrice naturelle spéciale, par exemple développée à base de maïs, pour augmenter sa solidité et son imperméabilité, tout en préservant son caractère écologique et biodégradable. Les articles sont séchés pour éliminer définitivement l'humidité, puis emballés pour la vente. Les déchets de production ne sont pas non plus jetés. L'extrait de café est utilisé pour l'aromatisation, l'huile de café pour le biocarburant, et les résidus sont mélangés à d'autres matières premières pour faire des engrais ou des pellets.